The Conversation France. Des incendies qui sont... La canicule et ses conséquences dramatiques. De chaleur. La tempête va durer toute la nuit. Maximum aujourd'hui en termes de température. Sécheresse et canicule inédites, montée des eaux, biodiversité en chute libre. Partout dans le monde, les effets de la crise climatique se font sentir de plus en plus intensément. Face à ce constat, documenté par les scientifiques dans les fameux rapports du GIEC, certains vivent dans la crainte qu'un point de non-retour soit atteint. Et si, au-delà des chiffres et des situations effrayantes, on s'intéressait aux initiatives qui portent leurs fruits? C'est l'objet de cette série de 5 podcasts réalisés en partenariat avec l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. Objectif : appréhender les mobilisations et les actions qui permettent de faire face à la crise climatique et qui donnent de l'espoir. Je suis Jennifer Gallet, bienvenue dans Défi climatique, ces initiatives qui font bouger les lignes, une série d'entretiens avec des scientifiques spécialistes des questions environnementales. Je suis Françoise Marmouillet. Dans ce premier épisode, on s'interroge sur les leviers efficaces d'action. À quelle échelle agir ? Au global, au local, en réseau ? On tentera aussi de comprendre ce qui peut favoriser l'action ou au contraire l'inhiber. Pour mener cette réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir la philosophe de l'environnement Catherine Larrère. Catherine Larrère est professeure émérite à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Précurseuse en France de la philosophie environnementale, elle a écrit plusieurs ouvrages dans ce domaine, dont un certain nombre avec son mari, l'agronome et sociologue Raphaël Larrère. Leur dernier livre, Le pire n'est pas certain, a été publié en septembre 2020 aux éditions Premier Parallèle. Catherine Larrère, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi, face à l'urgence climatique que plus personne aujourd'hui ne peut ignorer, pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment que les réactions ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux ? Alors, je crois d'abord que le terme d'urgence est trompeur pour différentes raisons. La première, c'est que on vient de le voir avec les conséquences de la guerre en Ukraine et donc des raréfactions du gaz russe. C'est jamais la plus grande urgence, puisqu'on va réouvrir une centrale à charbon en France et que donc l'urgence climatique, c'est... Pourquoi ? Parce que les effets ne sont pas immédiatement là. Tandis que le manque de gaz pour chauffer cet hiver, il est immédiatement là. Donc le terme d'urgence est trompeur et il fait oublier qu'en matière de changement climatique et puis dans les autres domaines environnementaux, il ne s'agit pas uniquement d'agir vite, il faut prendre des mesures pour longtemps. Et de ce point de vue-là, le terme d'urgence ne dit pas ça du tout. La deuxième chose que je peux répondre à votre question, c'est que l'impression d'impuissance, elle est particulièrement vraie si on se situe à un niveau global et à un niveau quantitatif. Bon, si on prend les chiffres d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple, on va voir que malgré les COP, les conférences des parties qui se réunissent tous les ans pour réactualiser les accords, pour voir les mesures, malgré les rapports du GIEC, etc., eh bien, là, non seulement les quantités d'émissions ne baissent pas, mais elles auraient plutôt tendance à augmenter. Donc, au niveau global, et si on s'en tient à des chiffres, il y a de quoi être vraiment déprimé. Alors que si on se situe à une autre échelle, et si on regarde à des échelles moins globales, alors ça ne veut pas dire des micro-échelles, ça peut être au niveau d'une région, au niveau d'un pays, au niveau d'un ensemble de pays ou à un niveau plus petit, il y a des choses qui se font et on n'a pas l'impression d'une impuissance totale. Il y a peut-être aussi eu des réticences liées aux coûts sociaux de certaines mesures. On a pu le voir avec l'épisode des Gilets jaunes. D'où l'importance peut-être d'articuler les mesures écologiques avec un aspect démocratique. L'aspect démocratique et social, parce qu'il y a une idée reçue suivant laquelle on saurait ce qu'il y a à faire. Bon, il y a les rapports du GIEC, il y a les rapports de l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui est l'IPBES, etc. Alors on se dit, bon, il y a un plan clair et ça manque de volonté pour l'appliquer, comme s'il fallait
insuffler une énergie de volonté. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de groupes sociaux qui n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on prenne des mesures pour faire face au changement climatique, bon, toutes les majors pétrolières et quantité d'autres liées, et que donc le problème, c'est aussi un problème d'inégalité sociale, et qu'une des grandes raisons, peut-être la principale raison du peu d'action, parce que c'est vrai que les gouvernements agissent peu et agissent moins qu'ils ne promettent d'agir, c'est lié à des inégalités sociales et à la présence d'intérêts qui pèsent d'un poids très fort. Et de ce point de vue-là, effectivement, c'est une question de démocratie. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser, du coup, par exemple, de cette idée de planification écologique dont on a beaucoup entendu parler pendant la campagne présidentielle? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au regard de ce que vous venez de nous expliquer? Alors, si vous voulez, si on est dans une dualité plan-marché, ce que montre, ça fait quand même 50 ans qu'on est au courant, si on se réfère au rapport Meadows, donc on sait qu'on ne peut pas continuer sans rien faire. Si on attend que ça se régule par le marché, ça ne se régulera pas par le marché. Donc, si on considère que la planification, c'est ce qui permet de contrôler les insuffisances ou les erreurs de marché, il vaut mieux la planification que la régulation, par le seul marché, par le free market. Mais tant qu'on est aussi bien dans l'état, au niveau de la planification étatique, on reste à l'idée de ce que seule une action qui vient d'en haut, qui est prise en charge par des experts, des techniciens, réussira. Alors, il faut certainement une concertation entre différentes parties prenantes, d'accord, mais on laisse encore une fois de côté tout ce qui est mobilisation citoyenne, mobilisation des associations, et qui, à mon avis, a un rôle décisif et font déjà des choses. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se demander ce qu'on va faire et on ne regarde pas assez ce qui est en train de se faire. En Espagne, 30 000 hectares. La canicule et ses conséquences dramatiques. Alors justement, on en vient un peu à la question du coup des échelles d'action. Avant de parler un peu des actions locales, on en reparlera parce que c'est quelque chose de très important pour vous. Si on reste à l'échelle de l'État ou à l'échelle globale, est-ce que ce sont des échelles d'action efficaces, puisqu'on est quand même face à un enjeu global, l'écologie, ça concerne toute la planète, les dégradations à l'environnement concernent toute la planète. Voilà. Est-ce que l'échelle globale, c'est intéressant pour vous? Ou dans quelle mesure ça l'est? Il y en a absolument besoin. Il y en a absolument besoin, aussi bien au niveau de ce qu'il y a à connaître. Comme vous l'avez dit, c'est un phénomène global. Le changement climatique, c'est un phénomène global et dont la massification globale est indépendante de l'endroit où les choses se passent localement. Donc, on a absolument besoin d'une connaissance au niveau global. Donc, les groupes d'experts type GIEC ou IPBES ou d'autres sont absolument nécessaires. D'autre part, on a absolument besoin d'une concertation des États parce que, là aussi, c'est un phénomène global. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ça ne suffit pas. Il n'y a pas de gouvernement du monde. Moi, je pense que heureusement. Mais ça veut dire aussi que les décisions globales, il n'y a pas de pouvoir muni de sanctions pour les faire appliquer à ce niveau-là. Donc, alors, les États restent des leviers, comme on dit, extrêmement importants. C'est au niveau des États que des quantités de décisions, et c'est les États qui se rencontrent dans les conférences internationales. Donc, on a aussi besoin des États, mais bon, ce qu'on vient de voir, c'est que les États, ils n'agissent pas énormément, et donc, ils ont besoin qu'il y ait des pressions sur eux, ou qu'il y ait des initiatives indépendamment d'eux. Donc, on ne peut pas s'en remettre uniquement aux seuls États. On en a besoin, mais ça ne suffit pas. Alors justement, ça me permet de vous faire écouter un extrait. On vient de parler un petit peu de gouvernance globale, donc on pense tout de suite à l'ONU. Et on a donc cette militante écologiste Greta Thunberg qui a fait ce discours dont on a beaucoup parlé devant l'ONU, au sommet de l'ONU contre le réchauffement climatique, le 23 septembre 2019. Cette jeune militante suédoise, elle s'en prend aux dirigeants de la planète pour leur inaction. On l'écoute. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean.
Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Cette phrase est devenue mythique, hein. Elle les interpelle en leur disant en substance « Comment osez-vous ne rien faire ?» Qu'est-ce que ça vous inspire, cette intervention ? D'abord, une évidente conviction. Et dans une situation politique, on a tendance à parler d'efficacité, de rationalité, d'intérêt. Il y a une dimension émotionnelle et de conviction qui est extrêmement forte. Il y a aussi la référence à Jung, hein, aux gens jeunes. Et effectivement, il y a un phénomène de génération. Moi, je suis frappée à quel point les questions climatiques font intervenir comme j'en avais pas souvenir avant, de questions de génération. Et puis, il y a cette façon aussi de we the people, enfin, nous sommes les gens, nous sommes le peuple, et nous vous parlons à vous, dirigeants qui ne comprenez rien, quoi. Donc, c'est un discours fort. Je voudrais qu'on revienne aux échelles d'action. On a parlé de l'échelle d'action globale. On a vu ce que vous en pensiez. Vous prenez l'échelon local d'action plutôt que le global. Vous dites dans votre livre, en adoptant une conception globale, on perd tout autant en capacité de compréhension qu'en capacité d'agir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Alors, premièrement, je distingue le global et le local, mais je n'oppose pas le global et le local. Donc, il y a une importance du global qu'on ne remet pas en question. Mais je dirais, cette importance, c'est d'en lancer l'alerte. Qu'est-ce que nous apprend le GIEC, l'IPBES? Qu'est-ce que nous apprennent les conférences? C'est la gravité de la situation et de quoi dire la gravité de la situation et de quoi alerter. Les scientifiques alertent les gouvernements, les gouvernements seraient censés alerter leurs citoyens. Donc, de ce point de vue-là, c'est essentiel. Mais en même temps, cette connaissance globale est une connaissance des dangers, beaucoup plus qu'une connaissance des solutions, parce que si on sait qu'il y a une augmentation de tant de pourcents d'émissions des gaz à effet de serre, ça ne me donne pas les moyens de savoir qui doit... Hein, la maxime ou le principe qui a été celui des COP dès le début, hein, les responsabilités communes mais différenciées. Bon, commune, c'est ce que dit l'alerte. Différenciée, c'est une question politique. Et ça ne peut pas se décider au niveau global. Donc, il y a une nécessité de connaissances positives et dans la diversité des situations à des échelles inférieures. D'autre part, il n'y a pas de gouvernement du monde, il n'y a pas de puissance de sanction. Et donc, les décisions qui sont prises, quand il y en a, il faut qu'elles puissent être relayées à des niveaux où il y a des possibilités de sanctions. Donc, je dirais pas, il ne faut pas opposer le global et le local, il faut arriver à localiser le global, c'est-à-dire faire apparaître les enjeux globaux à des échelles plus locales. La moitié du territoire européen risque cet été un état de sécheresse. Alors, parmi les exemples d'échelle locale, vous allez peut-être nous en citer quelques-unes, mais il y en a qui sont, disons, les GIEC locaux. C'est-à-dire que dans certaines parties du monde, ça s'est passé à New York, ça se passe en Nouvelle-Aquitaine, on a des groupes d'experts qui analysent la situation localement et qui proposent des solutions. On va écouter Hervé Letreux, qui est climatologue, qui préside le comité Acclimatera, comité qui a donc analysé localement en Nouvelle-Aquitaine les effets de la dégradation de l'environnement. On l'écoute. L'échelle des territoires, comme on dit, l'échelle des régions est une échelle fondamentale pour l'étude du système climatique, parce que c'est l'échelle où se font beaucoup de choses. Quand on pense aux émissions de gaz à effet de serre, on pense au logement, on pense au déplacement, on pense à l'agriculture. C'est là que toute l'adaptation au changement climatique peut se faire, peut se concevoir. Ce qui est important par rapport au changement climatique aujourd'hui, c'est de passer donc à une phase de solution. Cette phase de solution, elle s'articule nécessairement avec une vision de la complexité des situations dans lesquelles on se trouve.
Est-ce que vous partagez le point de vue d'Hervé Letreux ? Oui, le mot important, c'est complexité, bien évidemment. On n'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire, complexité ? Ça veut dire qu'on n'est pas dans des situations linéaires, on n'est pas dans des situations où il peut y avoir une réversibilité des causes et des effets. Donc, on est dans des situations où chaque cas à différents niveaux est spécifique et donc demande une étude spécifique. On dit le niveau de la mer va monter de je sais pas, mettons 3 mètres, peu importe, ou 10 mètres. Mais il montera quelque part de 15 mètres et ailleurs, il ne montera pas. Donc tout ça, on peut absolument pas, on parlait de planification, on peut absolument pas le planifier. Au niveau mondial, certainement pas, mais même pas au niveau des États. Donc, c'est essentiel de se mettre à un niveau où on peut connaître, et puis qui est aussi le niveau où les gens agissent, où ils sont concernés, et où, ce dont on parlait de Hervé Letreux, on dit toujours réduction, adaptation, et plus la réduction est difficile, plus l'adaptation est nécessaire. Mais l'adaptation, c'est vraiment l'affaire des gens. Et donc, il y a un chercheur espagnol dont vous parlez dans votre livre, qui travaille à un recensement de ces actions locales qui sont porteuses d'espoir, qui sont importantes. Voilà, alors Joan Martinez-Allier est un économiste, mais un économiste écologique, donc qui resitue l'économie dans un cadre écologique plus global, et qui a réuni une équipe à l'Université libre de Barcelone, et qui fait une étude qui est d'ailleurs très, très financée par des fonds européens, où il recense dans le monde entier ce qu'il appelle les conflits redistributifs, c'est-à-dire tous les endroits où des gens localement se battent pour maintenir leur milieu de vie. Alors ça peut être des tas de choses, ça peut être, par exemple en Amérique du Sud, c'est beaucoup autour d'affaires d'eau, parce qu'il y a du manque d'eau, que la montée de l'extractivisme est très consommatrice d'eau et que les gens en sont privés, et que en plus l'eau est privatisée. Donc il y a énormément de conflits sur l'eau, mais il peut y en avoir d'autres. Si on prend Notre-Dame-des-Landes, on peut penser que c'est un de ces conflits. Donc il suffit d'aller sur Internet à Environmental Justice Atlas, et on verra qu'il y a sur les forêts, mais ça peut être aussi des conflits de travail, les gens se mobilisent, non pas pour l'avenir lointain, mais pour préserver leur milieu de vie, pour continuer à vivre bien. Alors voilà, vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment la mobilisation, l'action citoyenne, l'action des gens. Et dans Le pire n'est pas certain, vous mettez en garde contre une notion qui est assez à la mode depuis quelques années, qui est la collapsologie, donc théorie qui prédit l'effondrement de nos civilisations. Et vous dites, attention, ça peut inhiber l'action. Expliquez-nous ça, pourquoi ? Alors, très vite, la collapsologie, c'est une forme de catastrophisme, mais dont la caractéristique est qu'elle annonce la certitude d'un effondrement global et simultané, synchrone. Et pourquoi ? Là aussi, c'est un argument de complexité, mais qui, à mon avis, est mal utilisé, parce qu'elle dit un système complexe, c'est un système fragile, et notre système est de plus en plus complexe, donc il est de plus en plus fragile, admettons. Mais le don qui s'effondrera, ça marche pas, parce que la propriété d'un système complexe, c'est justement de ne pas être prévisible. Alors c'est pour ça qu'on dit que le pire n'est pas certain, ce qui ne veut pas dire qu'il est certain que le pire ne sera pas. Mais l'idée d'un effondrement global arrivant partout dans le monde au même moment, c'est plus que hautement improbable. Et du coup, cette espèce, alors on peut dire que ça peut provoquer ou peut-être compenser ce qu'on appelle l'éco-anxiété, mais ça détourne le regard justement de la diversité des situations et du fait que il y a eu des catastrophes, il y en aura, mais il y a aussi des choses à faire. Et se préparer à un effondrement global, c'est pas se donner les moyens de répondre à des situations qui sont par définition toujours locales. Alors certains, quand même, parmi ces collapsologues, prônent l'entraide. Enfin, ils disent pas ça va s'effondrer, tout s'arrête. Il y a quand même des choses qui sont proposées. Tout à fait. Alors ce qu'ils disent, et Pablo Servigne et ceux qui travaillent avec lui, et je pense qu'ils ont raison, ils disent qu'il ne faut pas croire que des situations catastrophiques, ça produit nécessairement un sauf-qui-peut, une guerre de tous contre tous. Au contraire, ça développe des relations d'entraide. Et ça, je pense que c'est tout à fait juste. Simplement, pour eux, c'est une entraide privée. C'est-à-dire, ce qu'ils laissent de côté, c'est les recours politiques. Et comme ils mettent l'accent sur ces entraides privées, ils
laisse de côté le recours à l'État. Or, s'il y a une chose qu'on a pu voir, par exemple, pendant la pandémie, c'est qu'on a besoin de l'État. Alors, ça ne veut pas dire que l'État est bien, qu'il fait ce qu'on lui demande de faire, mais on a besoin d'hôpitaux, on a besoin d'un certain nombre d'institutions qui n'existent qu'au niveau étatique. L'ouragan Maria, désormais de catégorie 3, n'est plus très loin. Alors, avant de se quitter, Catherine Larrière, je voudrais vous faire écouter une autre prise de parole, de la part de jeunes toujours, de la part des diplômés d'AgroParisTech de 2022, donc cette grande école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs agronomes. Et alors, lors de cette remise de diplôme, il y a eu un discours très critique qui a été tenu, qui a appelé les étudiants, les diplômés, à déserter l'agro-industrie. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme. Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte, ni à la transition écologique, une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on se débarrasse de l'ordre social dominant. Alors Catherine Larrière, je voulais vous entendre sur ces deux notions, sur la perception des sciences par cette étudiante. Elle dit ces sciences qui ne sont ni neutres ni apolitiques, et puis aussi sur l'idée de est-ce qu'on peut sortir de la crise actuelle sans mettre un petit coup de pied dans la fourmilière de l'ordre social actuel. Alors une science ni neutre ni apolitique, je pense que c'est vrai, d'abord parce que les sciences font partie de la société et que rien dans la société n'est complètement neutre, qu'elles sont liées à tout un tas d'intérêts. Et puis aussi parce qu'on n'est pas du tout dans la situation où on était en Europe au début du XVIIe ou même jusqu'au XVIIIe siècle, dans une situation qu'on décrirait maintenant comme de sous-développement technologique et où toute nouveauté était bonne à prendre. Maintenant, nous n'en sommes pas là. Nous avons des développements inutiles et la question, c'est de savoir bien choisir. Et pour ça, il y a des jugements de valeur et des décisions politiques à prendre. Et puis il y a aussi ces personnes qui peuvent penser que la science trouvera toujours une solution face à la dégradation de l'environnement et qui se disent finalement ne soyons pas si inquiets que ça parce que on va progresser et on trouvera des solutions malgré le fait que l'environnement se dégrade. C'est un danger, ça aussi, cette façon de penser. Oui, d'autant plus qu'il est extraordinairement solide, ce qu'on peut appeler le technosolutionnisme, c'est-à-dire l'idée on arrivera toujours à trouver une solution. Alors certains vous diront elle est déjà là, par exemple, c'est le nucléaire, ou d'autres vont dire d'ici que les températures montent, on aura sûrement trouvé quelque chose. Alors que pour moi, la démonstration me semblait être faite que aucune solution ne peut être purement technique parce que toute solution technique a des effets secondaires et que donc elle repousse le problème, mais elle ne le résout pas. Alors c'est là-dessus qu'on pourrait revenir à la question de la transition. Moi, ce qui me frappe dans ces questions environnementales, c'est la rapidité de la dépréciation des mots. Développement durable, on n'avait que le développement durable à bouche, puis on s'est rendu compte que le développement durable, ça voulait dire polluons moins pour pouvoir polluer plus longtemps, ce qui n'est pas forcément la bonne solution. Donc, on a apporté la notion de transition écologique, moi, à laquelle je tiens encore un peu, parce que ça montre qu'il faut changer de système. Mais on s'est mis à avoir une explication étroitement technique de la transition, c'est-à-dire qu'on réduit la transition écologique à la transition énergétique. Et à la limite, il suffit de passer des voitures à essence aux voitures électriques, ce qui résout rien. Et que donc, du coup, ça dévalorise le mot de transition, qui pourtant voulait dire ce que dit l'étudiante de l'agro, qu'il ne suffit pas de changer les moyens techniques, il faut remettre en cause l'ordre social. Alors, comment se débarrasser du capitalisme ? Ça, c'est une question qui demanderait beaucoup de podcasts. Merci beaucoup, merci Catherine Larrière pour cet entretien. Et puis, on se retrouve pour un deuxième épisode avec Judith Rochefeld sur les questions de justice climatique. Merci. Merci. Des incendies qui sont La canicule et ses conséquences par l'action. L'ouragan Maria, désormais de catégorie 3, n'est plus très loin. The Conversation France. In Extenso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité.
Retrouvez l'ensemble des épisodes d'Inextinso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast.